La guerre en Ukraine dure désormais depuis plus longtemps que la Première Guerre mondiale. Plus d'1,3 million de soldats russes ont déjà été mis hors de combat. C'est davantage que l'effectif total de l'armée russe avant le début de l'invasion à grande échelle. Parmi eux, 500 000 ont été éliminés. C'est bien plus que les pertes subies par l'Union soviétique en Afghanistan ou par les États-Unis au Vietnam. Ce chiffre est presque équivalent au nombre total de morts des deux camps pendant la guerre Iran-Irak, un conflit qui s'est prolongé pendant près de 8 ans. Comment une telle chose est-elle encore possible au XXIe siècle ? Selon les analystes occidentaux, la majeure partie du matériel et des effectifs de l'armée russe a été détruite précisément grâce aux armes fournies par les Alliés. En réponse, le Kremlin affirme que les forces russes réduisent les blindés occidentaux en pièces avec une facilité déconcertante. Selon lui, ces armes n'ont donc aucune influence sur le déroulement des combats et les pertes russes restent modérées. Mais qu'en est-il réellement sur le champ de bataille ? Ce qui se passe actuellement sur la ligne de front peut se résumer en 2 mots. Un convoyeur de la mort. Les forces russes lancent leurs assauts en petits groupes, tandis que les Ukrainiens aménagent une zone de destruction directement sur leur axe de progression. Il s'agit de secteurs du terrain préalablement réglés par l'artillerie et minés, où tout mouvement ennemi est anticipé. Dès qu'un drone de reconnaissance repère une cible, le compte à rebours commence. En moins d'1 minute, des drones FPV chargés d'explosifs s'élèvent dans le ciel. La nuit, ce sont des drones FPV équipés de caméras thermiques et chargés d'explosifs qui entrent en action. Qui fournit ces petits tueurs ? Ce ne sont ni les États-Unis ni l'Europe. Si, au début de la guerre, les composants provenaient d'Asie, une part importante de la production est aujourd'hui localisée directement en Ukraine. À travers tout le pays, un réseau de centaines d'entreprises privées et de start-up produit désormais ces drones à l'échelle de plusieurs millions d'unités. En 2025, les forces armées ukrainiennes ont reçu plus de 3 millions de drones FPV. Mais en 2026, ce chiffre pourrait atteindre 8 millions, voire 10 millions, selon Volodymyr Zelensky, à condition que les Alliés assurent le financement nécessaire. Cela signifie qu'il y a plusieurs drones FPV pour chaque soldat russe en première ligne. Les propagandistes russes sont en état de choc. C'est une réalité très désagréable. Mais chaque fois que nous envoyons un camion rempli de soldats sur le front, les Ukrainiens reçoivent un camion rempli de drones FPV. Lorsque commence le jeu intitulé « Détruire en 60 secondes », l'issue est presque toujours fatale. C'est précisément de cette manière qu'aujourd'hui, entre 60 et 80% des soldats russes sont éliminés. Les drones FPV sont aujourd'hui l'arme principale. Pourtant, la plupart des soldats russes ne sont pas morts sous les frappes de drones. Ils ont été éliminés bien avant le début de l'ère des drones FPV. Pour comprendre d'où viennent ces 500 000 morts, il faut remonter le temps. Nous avons d'abord anéanti leurs unités les mieux entraînées. Ensuite, ils nous ont envoyé les moins compétents. La plupart ne sont rien d'autre que de la chair à canon. Avant l'ère des drones, qui a débuté en 2024, avec la création de la première force de système sans pilote indépendante au monde, jusqu'à 80% de l'ensemble des pertes de l'armée russe dans cette guerre étaient causées par les frappes de l'artillerie ukrainienne. Les premières semaines de la guerre, le blitzkrieg aérien a échoué, mais les Russes croyaient encore qu'un blitzkrieg terrestre réussirait. Dans les capitales européennes, le pessimisme régnait. Beaucoup pensaient que l'Ukraine était condamnée. Les colonnes de chars russes avancent comme si elles défilaient lors d'une parade. Mais l'artillerie ukrainienne les attend déjà. À cette époque, il n'y avait encore ni M777, ni PZH-2000, ni Archer. Il s'agissait principalement de pièces d'artillerie et de lance-roquettes multiples d'origine soviétique. Et pourtant leur précision était stupéfiante. Comment cela était-il possible ? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les artilleurs ukrainiens ont réussi à presque doubler leur précision par rapport au conflit précédent grâce à un renseignement efficace et à la rapidité de leur déploiement. Les systèmes de drones de reconnaissance ukrainiens Furia, ainsi que de simples drones civils Mavic, ont pris leur envol. Les coordonnées des cibles étaient immédiatement saisies dans Kropiva, une application pour tablettes et smartphones que même des recrues sans expérience du combat pouvaient utiliser. Cela a complètement révolutionné les délais de réaction et la correction des tirs d'artillerie. À l'écran, Kropiva se présente comme une carte interactive de la situation tactique, affichant les positions ennemies ainsi que celles des forces amies. Elle relie les drones, les équipes de reconnaissance et l'artillerie au sein d'un réseau unique, réduisant le délai entre la détection d'une cible et l'ouverture du feu à quelques secondes seulement. Son calculateur balistique intégré détermine instantanément les paramètres de tir pour n'importe quelle pièce d'artillerie et tout type de munitions. Le résultat, le ministère russe de la Défense a affirmé que 1351 de ses soldats avaient été tués au cours du premier mois des combats.
Les analystes de l'OSINT ont, eux, estimé ce chiffre à environ 16 000. Quelle était la réalité ? En février-mars 2022, la première armée blindée russe a subi une déroute totale et a dû se replier afin de reconstituer ses effectifs. La 35e armée interarmes russe est saignée à blanc. Dans certaines de ses brigades de fusiliers motorisés, il reste moins d'une centaine de soldats encore aptes au combat. Et tout cela dès le premier mois de la guerre. La 200e brigade indépendante de fusiliers motorisés perd la majeure partie de son personnel apte au combat et reçoit en urgence plusieurs centaines de réservistes issus de la vie civile. Les 22e et 3e brigades de forces spéciales perdent jusqu'à la moitié de leurs effectifs après avoir reçu l'ordre de combattre comme de simples fantassins. Et ce n'est là qu'une partie de la liste. Mais une chose est claire, la tactique russe a complètement échoué. Il existe même un triste champion des pertes parmi les brigades et les armées russes. Lequel ? Un peu de patience, mes amis. Pour l'instant, une seule question nous intéresse. Les armes occidentales ont-elles joué un rôle dans la destruction des forces russes au cours de ces premières semaines de la guerre ? You know what I gave them? I gave them javelins, and the javelins were very effective, as you know. I gave them nothing. Non seulement les javelins, mais aussi les systèmes anti-chars britannico-suédois, NLAW, qui ont décimé les colonnes russes, sont devenus les principales armes occidentales au début de la guerre. De petits groupes mobiles ukrainiens détruisaient des chars et des véhicules de combat d'infanterie dans les villes et les zones densément boisées. Dans le même temps, les drones de combat turcs Bayraktar TB2 sont devenus l'un des symboles de la résistance ukrainienne, détruisant depuis les airs des systèmes de défense aérienne, des convois de carburant et des véhicules blindés. Cependant, leur contribution aux pertes totales de l'armée russe ne représentait que quelques pourcents. L'essentiel du travail était alors assuré par l'ancienne artillerie soviétique. Mais ce n'était que le début de la guerre. Une fois les plans russes de s'emparer rapidement de l'Ukraine réduits à néant, la guerre est entrée dans une deuxième phase, au cours de laquelle les armes occidentales ont commencé à jouer un rôle bien plus important. Été 2022, l'Ukraine reçoit les systèmes d'artillerie à longue portée César, les canons automoteurs allemands PZH-2000 et les obusiers américains M777. Les résultats ne tardent pas à se faire sentir et apparaissent à peine 2 mois plus tard, lors de la contre-offensive de Kharkiv en septembre 2022. Dans un premier temps, les M777 pilonnent méthodiquement les bunkers et les positions de tir russes. Grâce aux radars occidentaux de contre-batterie, elles détectent et détruisent également l'artillerie russe avant même qu'elle ne puisse ouvrir le feu sur les positions ukrainiennes. Les pièces d'artillerie russes n'ont tout simplement pas une portée suffisante. Cet avantage permet aux forces ukrainiennes de percer les lignes de défense russes. Une fois la ligne de défense rompue, les canons automoteurs entrent en action. Ils progressent aux côtés des troupes d'assaut, assurant un appui-feu continu. Les canons automoteurs occidentaux frappent également les colonnes russes en retraite. Le front russe s'est effondré en cascade. Les forces russes ont abandonné plus de 300 pièces d'équipement militaire. En seulement quelques jours, leurs pertes se sont élevées à au moins 2000 morts. Mais ce n'était qu'un échauffement. La contre-offensive au sud ainsi que la libération de Kherson furent tout aussi emblématiques. Il ne s'agissait pas d'une percée, mais d'une guerre d'usure. Quel rôle les armes occidentales ont-elles joué dans cette bataille ? Contrairement à la région de Kharkiv, les Russes avaient ici préparé une défense en profondeur, organisée en plusieurs échelons et tenue en grande partie par des unités aéroportées. Les combats se sont donc prolongés pendant plusieurs mois. Puis, l'état-major général russe a annoncé une prétendue décision difficile avant d'ordonner le retrait de ses forces. Que s'est-il passé ? Le rôle principal a été joué par les systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS. Cependant, ils ne visaient pas en priorité les effectifs ennemis. Ils frappaient en revanche les ponts franchissant le Dniepr ainsi que les dépôts de munitions situés loin à l'arrière. Ce faisant, les HIMARS ont coupé le groupement russe de ses approvisionnements en munitions et en carburant. Confrontés à la menace d'une destruction totale, les forces russes se sont repliées, évitant ainsi des pertes massives. Cependant, c'est à ce moment-là qu'a commencé l'ère des assauts de chair à canon. L'armée russe ayant reçu d'importants renforts grâce à la mobilisation et aux campagnes de recrutement, y compris dans les prisons. C'est au cours de cette phase de la guerre que les pertes russes ont atteint une ampleur sans précédent. Quel a été le rôle des armes occidentales ? Déterminant. L'artillerie occidentale, mise en œuvre par les forces ukrainiennes, a infligé de lourdes pertes à l'armée russe. Увага, стрім розвідроти, спостерігає рух 8 ББМ в нашому напрямку. Зарядити, прийом. Et tout cela a été rendu possible
Avant d'entrer dans les détails, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Cela ne fait pas seulement plaisir à notre équipe, cela aide aussi nos vidéos à toucher davantage de spectateurs. Merci pour votre soutien. Les assauts de chair à canon constituent l'appellation non officielle d'une tactique offensive employée par les forces russes. Les soldats utilisent cette expression pour désigner une tentative de percer les lignes de défense, non pas grâce à la manœuvre ou à l'usure par l'artillerie, mais en lançant des vagues successives d'hommes contre les positions ennemies. Voici à quoi cela ressemble. De puissantes colonnes d'assaut, appuyées par des véhicules blindés, avancent les unes après les autres sous un intense feu d'artillerie. Il n'est pas rare qu'elles attaquent exactement les mêmes positions où la colonne précédente vient tout juste d'être anéantie. En cas d'échec, la même tactique est répétée encore et encore, jusqu'à ce qu'une percée soit finalement obtenue. 1 mois, 6 mois, 1 an. À chaque fois, ce flot ininterrompu d'infanterie russe se retrouvait sous un feu d'artillerie dévastateur. Et lorsque des DP-ICM américains, Dual Purpose Improved Conventional Munitions, s'abattaient sur les positions russes, les chances de survie étaient extrêmement faibles. Il s'agit donc d'obus DP-ICM de 155 mm ou de leurs équivalents européens. Chaque obus renferme entre 49 et 88 sous-munitions explosives à double effet, selon le pays de fabrication. Lors de son éclatement en l'air, un seul obus disperse des éclats préformés sur une surface équivalente à celle d'un terrain de football. Ces sous-munitions sont tout aussi efficaces pour percer un blindage de 100 mm que pour décimer l'infanterie. Tout ce qui se déplace dans la zone d'effet est littéralement criblé d'éclats. Des véhicules blindés et de l'infanterie jusqu'aux lièvres des steppes, rien n'échappe à la zone d'effet. Les Russes n'avaient encore jamais été confrontés à un tel type de munitions. Les artilleurs ukrainiens non plus, car les obus de 152 mm équivalents dont disposait l'artillerie ukrainienne au début de la guerre ne contiennent que 8 sous-munitions à double effet, soit un nombre nettement inférieur. L'Ukraine a reçu plus de 900 pièces d'artillerie occidentale, tractées et automotrices, capables de tirer ces obus. Imaginez un instant les pertes subies par l'armée russe lors de ces assauts de chair à canon. Mais les obus explosifs de 155 mm au standard de l'OTAN ont, eux aussi, infligé des pertes records, grâce à leur puissance de feu et à leur portée supérieure. Par ailleurs, la précision de l'artillerie occidentale compensait le manque de munitions. Pendant plusieurs mois, l'armée russe a perdu au moins 1000 soldats tués par jour au cours de ces assauts de chair à canon. Bakhmout, Avdiivka, Vuhledar, Pokrovsk, Chassiv-Yar, Mala-Tokmachka. Vous trouverez sur notre chaîne des vidéos consacrées au combat pour chacune de ces villes. C'est dans le Donbass que l'armée russe a perdu des centaines de milliers de soldats. Le triste record des pertes revient sans conteste à la 155e brigade indépendante d'infanterie de marine russe, devenue le symbole de ce désastre. En mars 2022, cette brigade a subi une défaite totale dans les combats aux abords de Kiev. À la suite de cette défaite, Poutine lui a décerné le titre honorifique de brigade de la garde. En novembre 2022, cette brigade a été engagée dans une véritable hécatombe près de Vuhledar. Ces assauts à travers un terrain entièrement découvert lui ont coûté 100 à 150 tués et blessés chaque jour. Janvier-février 2023. De nouveau Vuhledar. La brigade y a été mise en déroute lors de la plus grande bataille de chars de cette guerre, au cours de laquelle plus de 130 pièces d'équipement lourd ont été perdues. En 2024, la brigade a de nouveau été saignée à blanc lors de l'assaut contre Vovchansk et des combats dans la région de Koursk. Ces effectifs ont ensuite été reconstitués avec des condamnés, parmi lesquels se trouvaient, selon les informations disponibles, des individus ayant exécuté des prisonniers de guerre et les ayant décapités. Presque aucun des militaires d'active qui composaient la brigade au début de la guerre n'a survécu. Au cours de la guerre, la brigade a dû être reconstituée au moins 8 fois. Mais d'autres brigades russes ont elles aussi subi de lourdes pertes. Lorsque le nombre de morts a commencé à dépasser le rythme de renouvellement des effectifs, et que les bases de stockage du matériel militaire se sont progressivement vidées, le commandement russe a modifié sa tactique, abandonnant presque totalement les offensives menées en colonne de véhicules blindés, ainsi que les assauts de chair à canon classiques. Désormais, ils lancent leurs assauts par très petits groupes de 2 à 4 soldats, à pied, de jour comme de nuit, avec leurs moyens de radiocommunication coupés. Ils s'infiltrent à travers les points faibles du dispositif défensif afin de se regrouper dans les lisières boisées en vue des assauts suivants. Les forces ukrainiennes les détectent et les neutralisent à l'aide de drones de fabrication nationale. Les chars, l'artillerie et les autres équipements lourds sont maintenus loin de la ligne de front.
C'est ainsi qu'est apparu le concept du petit ciel, l'espace aérien de basse altitude où se déroule désormais l'essentiel des combats. Tant que la supériorité n'y est pas acquise, les chars et l'artillerie n'ont aucun intérêt à apparaître sur le champ de bataille. L'ère des drones sur le champ de bataille est désormais pleinement engagée. Écrivez-nous dans les commentaires. Selon vous, s'agit-il d'une caractéristique propre à cette guerre ou d'une tendance mondiale qui façonnera les conflits de demain? Et si vous avez votre propre vision de la prochaine évolution de la guerre et des systèmes d'armes qui y joueront un rôle central, partagez-la dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour nous. Dans ces playlists, vous trouverez également d'autres vidéos consacrées aux systèmes d'armes occidentaux employés en Ukraine. Beaucoup d'entre eux se sont révélés de manière tout à fait inattendue. Prenez soin de vous et soutenez l'Ukraine.